Salut les photographes! Aujourd'hui, je vais vous présenter le système Sony. Je vais vous présenter les pleins formats de chez Sony et en gros, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les différences majeures avec les réflexes, avec les Canon et Nikon. On va faire un petit peu un tour rapide de cette question-là avant de pouvoir aborder des tests un petit peu plus complets. Je voulais vraiment faire cette petite introduction parce que pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous, Sony, on les voit un petit peu arriver, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on sait que c'est un petit peu compliqué, on sait que c'est un peu différent des réflexes auxquels on a l'habitude. Et donc je pense que ça vaut le coup de briser un peu la glace et d'essayer de vous montrer un peu les bons côtés et les mauvais côtés des Sony. Alors je commence avec deux remerciements. Je voudrais remercier énormément Damien Bernal qui m'a très gentiment prêté son Sony Alpha 7 III avec un objectif. Avec deux objectifs même, pour pouvoir faire plein de tests et pour pouvoir ensuite vous produire ces vidéos-là. Si vous ne connaissez pas Damien, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Guides Fujifilm, où il fait énormément de vidéos sur les appareils photo Fuji en particulier. Et il y a quelques autres vidéos, même pas mal d'autres vidéos qui traitent de photos d'une manière générale, donc c'est très intéressant et c'est assez abordable. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant. Et puis Damien en plus est tipeur, donc voilà, toutes les qualités pour lui. Et puis je voudrais remercier aussi du coup Sony, que j'ai eu beaucoup de mal à contacter, mais j'ai fini par réussir à les avoir, qui du coup à la fin m'a prêté un Sony Alpha 7R III pour que je puisse vraiment faire tous les tests comparatifs en même temps avec un objectif aussi. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir vraiment de quoi jouer pendant un bon moment. Donc le Alpha 7R III, ça fait 2 semaines que je le teste et l'autre ça fait plus d'1 mois que je l'ai. Alors on démarre, le système Sony. Vous savez, sur cette chaîne j'ai déjà testé une fois le Sony Alpha 6000, j'avais pas mal de critiques sur tout ce qui était un petit peu menu et compagnie. Ça a un petit peu changé, mais pour tout vous dire, ça reste complexe à aborder, je trouve. Quand on démarre sur un appareil photo comme ça, il y a énormément d'options dans tous les sens, tout est configurable. Et donc du coup, je trouve qu'il faut beaucoup de temps pour s'y habituer. Moi, il m'a fallu au moins 4, 5, 6 jours avant de vraiment réussir à prendre des photos, on va dire. Je savais appuyer sur le bouton, mais voilà, à trouver mes repères, à trouver les bons boutons, là où mettre les doigts, etc. Et je dirais que pour les menus, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les menus se sont améliorés. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller changer de page et en plus sur les pages on devait défiler, c'était horrible. Là maintenant on a juste, donc c'est toujours classé par petites sections et puis on a plein de pages dedans, mais il y en a énormément. Alors j'ai pas fait le compte, mais il doit y avoir 15 pages du menu 1, 19 pages du menu 2, 8 pages du menu 3, enfin il y en a plein. Et je trouve les traductions françaises vraiment pas bonnes. Très souvent c'est des expressions à rallonge qu'ils ont raccourcies en mettant des petits points au bout, etc. Enfin voilà, c'est vraiment imbitable. Et en plus de ça, la notice elle-même explique pas grand chose de plus. Elle va vous dire par exemple, j'en sais rien moi, que le menu sélection de bracketing va vous aider à sélectionner le bracketing, enfin ce genre de truc. Ça va pas vous donner plus d'infos sur ce que c'est le bracketing, sur ce que vous devriez choisir. Donc voilà, c'est difficile, il faut passer énormément de temps à tout tester, donc ça c'est un premier frein je trouve. La contrepartie, c'est que tout est absolument paramétrable. Et en fait, c'est là la beauté de ces boîtiers-là, c'est que une fois qu'on plonge dans les menus, qu'on passe c'est peut-être ces 10 jours, 15 jours au début, on peut absolument tout paramétrer. Et on peut tout paramétrer sur la prise de vue photo, sur la prise de vue vidéo et sur la lecture de photos. Ce qui veut dire par exemple qu'un bouton customisable, là, comme le C3, je peux lui donner une fonction pour la prise de vue photo, une fonction différente pour la prise de vue vidéo et encore une fonction différente pour le moment où je vais regarder mes images sur le boîtier. Et on peut faire ça absolument avec tout, avec les molettes, avec les boutons, on peut absolument tout customiser. Et je pense qu'au fur et à mesure, on affine petit à petit ces choses-là. J'ai discuté pas mal avec Patrick, donc, qui est un photographe que je connais aussi, du groupe des tipeurs aussi, qui lui est chez Sony depuis très longtemps, depuis 3, 4, 5 ans, et encore aujourd'hui, il améliore encore, il dit tiens ce bouton-là, en fait je préférerais le mettre là, il essaye, il fait des petites modifications de temps en temps, et je pense qu'on affine comme ça au fil du temps nos réglages personnels, et voilà. Donc, et en plus de ça, je trouve que les réglages de base qui sont mis sur ces boîtiers-là sont pas très intuitifs. Il y a plein de réglages, une petite dizaine que je vous conseille de changer tout de suite dès que vous avez ces types de boîtiers pour retrouver vos repères. Donc voilà, encore une fois, difficile à prendre en main, mais on peut tout personnaliser et ça, à la longue, c'est super bien en fait. Donc voilà, les menus sont un peu mieux. Il y a aussi, heureusement maintenant, l'option je vais vous montrer ça, hop, je mets dans les menus. Si je monte ici, là-bas à la petite étoile, on a mon menu dans lequel on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Et ça, c'est un énorme gain par rapport au système qu'il y avait avant. Parce que
enfin, moi je l'ai constaté sur le 70D, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Les menus, on y va une fois au début quand on a l'appareil pour s'amuser, pour voir toutes les options possibles. Et après, on se dit, bon, sur les 150 options qu'il y a dedans, il y en a peut-être en réalité 5 ou 10 que je vais utiliser fréquemment. Et donc, ceux-là, on les met dans mon menu. Et après ça, on s'en fiche de si les autres menus sont pas bien clairs, pas bien expliqués. Vu qu'on a nos trucs préférés là-dedans, après, le reste, on n'a plus à s'en embêter. Donc, encore une fois, c'est une barrière à l'entrée. C'est difficile au début, mais je pense qu'une fois qu'on s'y est habitué, c'est plus un problème. La prise en main, enfin, je trouve qu'elle est bonne, mais pas aussi bonne que mon Canon, par exemple. Petit détail, par exemple, on est sur un boîtier mirrorless qui est assez petit, et par exemple, quand on met sa main dessus, moi, mon doigt, il passe en dessous, il n'arrive pas à s'accrocher avec les autres ici. Donc j'ai une prise en main à 2 doigts, on va dire, ici, 2 doigts, puisque celui-là, il est pour appuyer sur le déclencheur, et celui-là, il se balade en dessous. Donc versus une prise en main à 3 doigts, c'est un petit peu moins confortable. Les boutons à l'arrière sont plutôt bien positionnés, ça pour le coup, donc là, ça va bien. On a 3 molettes. J'aime beaucoup la molette de compensation d'exposition qui est ici. Donc voilà, pour le reste, les boutons sont plutôt bien positionnés, ils sont agréables au toucher, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. À part la petite molette devant, celle-là, là, il y en a une qui tombe là sous le doigt. J'ai mis 3 jours à la trouver, sans déconner. Quand j'ai fait les tests, quand j'étais à Dijon, là, pour les tests avec le 5D Mark III et celui-là que j'avais sorti, je trouvais pas, j'étais en mode manuel et je me sentais con. Je me disais, mais comment on fait pour changer le temps de pause? Là, j'arrivais pas à changer le temps de pause. Et en fait, j'ai découvert que le lendemain, en rentrant, parce que j'avais toujours ma main comme ça, et quand on a sa main là-dessus, bah, le bouton, la molette, elle est juste entre les deux, on la sent pas en fait. Donc j'ai découvert qu'en rentrant, qu'en fait la molette était là. Donc bref, voilà, c'est plein de petits détails comme ça arrive fréquemment en utilisant l'appareil qu'on se dit, tiens, ça c'est pas super bien pensé, ça pourrait être mieux. Alors que je trouve sur un Canon, et je suppose sur un Nikon, ils ont tellement perfectionné et affiné petite touche par petite touche que honnêtement en termes d'ergonomie on est au top. Là c'est pas encore complètement le top mais je pense que c'est de mieux en mieux et ça s'améliore avec le temps. Donc à vous de voir si l'ergonomie est hyper cruciale pour vous ou si c'est bon, c'est un plus qui est agréable mais si c'est pas 100% ergonomique c'est pas très grave. Alors ensuite, quand on parle des boîtiers Sony, on parle de boîtiers mirrorless. Donc je voudrais aborder avec vous un petit peu cet aspect-là. Qu'est-ce que ça apporte un mirrorless par rapport à un boîtier réflexe? Alors la différence entre les deux, c'est qu'un mirrorless, on a enlevé le miroir. Un réflexe, ça renvoie la lumière, ça réfléchit la lumière, donc d'où le terme réflexe. Et en fait, le miroir prend de la place dans le boîtier, ce qui fait que les boîtiers réflexes sont plus gros. Donc voilà, quels sont les avantages des boîtiers mirrorless? Donc il y en a quelques-uns. Déjà, vous avez le live view en direct, c'est-à-dire que quand on regarde dans le viseur, c'est plus une visée optique, donc vous ne voyez pas exactement ce que voit l'objectif, vous voyez en fait ce que voit le capteur, l'image que vous renvoie le capteur. Donc c'est comme si vous regardiez une sorte de télévision. Après, il y a des capteurs plus ou moins définis, des viseurs plus ou moins définis. Je vous avoue que celui-là, il a une très bonne définition sur le Alpha 7 R3. Et honnêtement, on s'y fait en 20 minutes, on s'y est fait, il n'y a pas de problème. La première fois, ça fait bizarre quand on le met à l'œil, mais on s'y fait très très vite. Donc je ne pense pas que ce soit un énorme frein, à part peut-être pour certaines personnes qui sont un peu sensibles aux images projetées, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment pas un souci. Et ça peut avoir certains avantages. C'est-à-dire que par exemple, on peut, quand on change l'exposition, par exemple avec la molette de compensation de l'exposition, ça se change en direct dans le viseur. Donc je suis en train de regarder là, hop, je change mon exposition, ça devient super clair, je change dans l'autre sens, ça devient super sombre, et je peux voir exactement ce que je vais avoir. De la même manière, si j'affiche les hautes lumières, si les hautes lumières se mettent à clignoter quand c'est cramé, eh ben, je peux faire ma compensation d'exposition directement dans le viseur et pile à faire mon exposition à droite sans avoir besoin de prendre la photo, de regarder l'histogramme, etc. On gagne un temps fou. Donc ça, c'est le genre de choses que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, on peut afficher d'ailleurs l'histogramme directement à l'intérieur et l'autre gros avantage, c'est qu'on voit directement la profondeur de champ qu'on applique. Sur les réflexes, en général, l'objectif est à sa plus grande ouverture en permanence. Parce qu'on a besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir voir ce qui rentre dans l'objectif. Donc on est toujours à la plus grande ouverture et quand on prend la photo, bah on a une profondeur de champ différente si on a décidé de faire une ouverture plus petite. Et là, comme c'est une image qui apparaît sur l'écran, bah si je veux fermer à f22, il va me montrer la profondeur de champ à f22. Et il va juste augmenter la luminosité pour que je puisse voir là-dedans ce que je vais prendre en photo. Donc ça c'est un autre gros avantage, on voit exactement la profondeur de champ qu'on va avoir sur la photo finale. Et du coup, c'est ça qui m'a fortement étonné au début. Moi, j'ai toujours le réflexe de revérifier mes photos après que je les ai prises. Donc une des premières fonctions que j'ai changé là-dedans, j'ai dit, bah, moi je veux qu'une fois que j'ai pris une photo, je veux pouvoir la voir s'afficher sur mon écran. Et d'ailleurs, on peut le voir s'afficher aussi dans le viseur. Donc j'ai réactivé cette option-là. Et à peu près 4 minutes 30 après, je l'ai désactivé. Parce qu'en fait, on voit exactement la même chose. Je vois ici une scène, je prends la photo,
je vois toujours la même scène parce que ma photo s'affiche et c'est exactement ce que je voyais dans le viseur. Donc en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Ça peut avoir éventuellement un intérêt si vous faites une pause longue, parce que là, vous allez voir une pause de 2 secondes versus la pause, le 1/50e ou 1/60e du taux de rafraîchissement de votre écran à la limite. Mais c'est tout. Pour tout le reste, on voit exactement la même chose. Donc ça n'a aucun intérêt en fait d'afficher la photo. Donc là aussi, on va gagner un peu de temps. Autre avantage des systèmes mirrorless, alors je reviens un peu là-dessus, tiens, pour revenir sur le slide précédent, je dis slide parce que j'ai des repères là, ça, je sais pas pourquoi ils font ça Sony, il y en a des deux côtés, c'est pour accrocher des sangles et tout, mais pourquoi faire un machin comme ça fait vraiment petit jouet, ça fait pas sérieux quoi. Donc voilà, ça je trouve ça très dommage, bref. Et donc je voulais revenir sur un petit mot de vocabulaire aussi. Je les appelle mirrorless ces boîtiers, il y en a beaucoup qui appellent ça hybride parce qu'au moment où c'est sorti, on ne savait pas trop dans quelle catégorie les mettre, donc on a dit bon on va mettre hybride, c'est un peu un entre-deux, je sais pas entre-deux quoi toujours. Moi je les appelle mirrorless parce que c'est comme ça que c'est appelé aux États-Unis ou en langue anglaise on va dire, c'est-à-dire sans miroir. Je pense tout simplement que d'ici 5 ou 10 ans on les appellera des appareils photo et que pour les réflexes on fera la précision appareil photo réflexe. Parce que ça va probablement devenir la norme, c'est en train de... Les croissances de vente sont pas exponentielles, mais sont très régulières sur ces boîtiers-là, alors que sur les réflexes, ça a plutôt tendance à diminuer ou à stagner. Donc voilà, moi je pense clairement que le futur il est dans ce genre de technologie-là, donc à mon avis on n'appellera plus ça ni mirrorless ni hybride, on appellera ça des appareils photo. Donc voilà, autre avantage sur ces appareils photo-là, c'est qu'ils arrivent à perfectionner des systèmes d'autofocus avec des systèmes qu'on n'arrive pas à avoir sur des réflexes. Et je pense notamment au IAF, donc l'autofocus sur l'œil, qui est super impressionnant, c'est-à-dire que comme le boîtier reçoit l'image sur le capteur directement, il peut analyser et traiter les données, et il peut les traiter en fonction, pas uniquement de la lumière ou du contraste entre deux pixels, il peut la traiter en fonction de l'image qu'il voit. Et donc il arrive à repérer un visage, à repérer un œil sur le visage et à savoir que c'est exactement là qu'il faut qu'il fasse la mise au point. Et ça c'est quelque chose de très impressionnant qui marche très bien sur ces deux boîtiers. Voilà, vous voulez prendre un sujet en photo, un portrait, il va vous faire pile la mise au point sur l'œil. Si le modèle se tourne comme ça, il va faire la mise au point sur celui-là. S'il se tourne dans l'autre sens, il va faire la mise au point sur l'autre, toujours sur le plus proche, c'est impeccable. Donc ça c'est vraiment le type de technologie que les mirrorless peuvent apporter, qui sont aujourd'hui en tout cas pas possibles sur des réflexes. Et puis après d'autres petites choses, le focus picking, donc le fait de pouvoir voir directement où est faite la mise au point va permettre d'utiliser plus facilement des objectifs manuels, en focus manuel par exemple. Et il y a des modes assez automatiques où par exemple si je me mets à faire la mise au point avec un objectif en manuel, il va zoomer automatiquement dans l'image pour me montrer exactement et que je puisse voir exactement où je fais la mise au point. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça pratiques. Il y a aussi le mode crop qui permet en fait de prendre un angle de vue APS-C avec ces types de boîtiers. Si je monte un objectif APS-C dessus, il va automatiquement le faire. Et ça c'est très pratique quand on est en vidéo par exemple. Quand on est en vidéo, il va filmer en 4K, même en mode crop on va dire, donc c'est-à-dire que ça allonge la plage de focale de notre objectif d'une certaine manière. Et puis en photo il va le faire aussi, par contre il va tailler dans le capteur, donc vous allez avoir moins de mégapixels. Sur le Alpha 7R3 on va avoir du coup 18 mégapixels en mode crop, ce qui est quand même relativement encore intéressant. Sur le Alpha 7 III ça va être beaucoup plus petit. Et puis enfin j'aimerais parler des caractéristiques de ces boîtiers parce que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. On entend beaucoup parler des boîtiers Sony parce qu'ils balancent les chevaux dans ce qu'ils mettent à l'intérieur de leur boîtier. Donc voilà, on a des performances qui sont au top. On sait que les capteurs Sony, ils sont top en termes de basse luminosité, en termes de plage dynamique, etc. Donc voilà, ça on l'achète aussi quand on achète un Sony. On sait qu'ils sont bons pour la photo et la vidéo. C'est un petit peu moi ce que je reproche à Canon depuis très longtemps, c'est que Canon, quand ils ont sorti le 5D Mark II, c'était une révolution parce que ça a amené tout un tas de vidéastes, de photographes à faire de la vidéo et tout un tas de vidéastes à acheter plutôt un réflexe plutôt que d'acheter une caméra vidéo. Et depuis, Canon a arrêté de faire ces espèces de boîtiers qui sont capables de faire les deux, alors que ça devient de plus en plus demandé par les photographes et par les vidéastes. Et je pense même, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres, mais j'imagine que de nos jours on a quand même beaucoup plus de gens qui achètent des boîtiers pour la vidéo que pour la photo. Et ils ont complètement laissé ça de côté en laissant juste leur gamme hyper professionnelle. Le problème c'est que quand on est un vidéaste amateur qui veut démarrer, qui veut faire ses petits projets, etc., on va pas dépenser 5 000 ou 6 000 euros pour une caméra, donc on va commencer sur des petits systèmes Sony et ensuite on va rester chez Sony. Donc je pense que Canon a manqué le coche sur ce truc là parce qu'ils avaient une bonne réputation là-dedans et ils l'ont plus.
On a aussi un capteur qui est stabilisé là-dedans, donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez mettre des optiques qui ne sont pas stabilisées et quand même avoir une image stabilisée. Vous pouvez mettre des optiques stabilisées et avoir une image encore plus stabilisée. C'est pratique en vidéo, c'est super pratique en photo. Par contre, donc voilà, sur toutes les caractéristiques, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Vous avez à peu près le top du top dans ces boîtiers-là. Par contre, les objectifs. Donc ça, pendant longtemps, c'était un petit peu l'écueil de Sony. Il n'y avait pas beaucoup d'objectifs disponibles. Et donc, il a fallu qu'ils construisent toute leur gamme. Ils ont fait un partenariat avec Zeiss très tôt pour avoir rapidement pas mal d'optiques. Et puis, Sony a commencé à sortir ses optiques aussi. Zeiss, c'est des optiques qui sont très qualitatives et en général assez chères. C'est des beaux objectifs. Sony a sorti ses propres objectifs, en général encore plus chers que les Zeiss derrière. Et donc c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à la gamme d'optiques chez Sony, c'est que aujourd'hui on a suffisamment d'optiques disponibles. Si vous voulez un ultra grand angle, vous avez 3, 4, 5, 6 options. Si vous voulez un téléobjectif, vous avez 2, 3, 4 options. Voilà, il y a ce qu'il faut, il y a du choix, il y a différentes marques. Mais dans l'ensemble, ça reste très cher ou c'est des petits constructeurs qui font des optiques tout manuelles. Mais cet entre-deux, on ne l'a pas encore vraiment. Ça arrive avec Sigma et Tamron qui enfin se mettent à faire des objectifs pour montures Sony. Et c'est justement les Sigma et Tamron qu'on attendait un petit peu parce qu'eux, ils sont capables de faire des très bonnes optiques avec autofocus, avec stabilisation, etc. à des prix qui sont intéressants, qui évitent d'acheter soit du Sony super cher, soit du pas cher tout manuel. Voilà, donc ça c'est quand même bien qu'ils arrivent maintenant dans l'arène et qu'on puisse bientôt avoir tous ces objectifs-là en plus. Voilà, je conclurai sans vraiment conclure, juste pour vous dire que ces petits boîtiers-là, c'est effectivement des beaux petits bijoux, mais c'est pas exempt de tout défaut. Il y a des avantages et des inconvénients évidemment. Les avantages sont au niveau de la technologie, au niveau de toutes les options qu'on a dedans. Ça nous facilite énormément de choses, ça permet de prendre des photos plus vite, plus efficacement. Par contre, on a des inconvénients en termes de prise en main, en termes d'ergonomie, en termes éventuellement de protection à la météo. Si j'ai vu quelques tests où ils ne tiennent pas aussi bien le choc qu'un Canon ou un Nikon professionnel par exemple. Donc voilà, tout n'est pas tout à fait rose. J'ai commencé énormément à réfléchir un petit peu à tout ça et pour qui pouvait être ce type de boîtier-là. Je pense qu'ils ne sont pas pour tout le monde, mais je vais vous donner quand même un petit indice, je pense qu'ils sont pour moi. Donc voilà, vous vous en doutez, j'en parle depuis assez longtemps, moi je vais changer de boîtier et de système, et ça passera chez Sony. Voilà, ça c'est certain pour moi, et je vais vous expliquer dans d'autres vidéos pourquoi je fais cette décision-là. Je n'ai pas encore tranché entre ces deux boîtiers-là, mais ce sera chez Sony pour la vidéo, pour toutes ces options dans la photo, tout le côté mirrorless que j'aime beaucoup, et aussi surtout pour mes usages de la photographie. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo qui vous permettra peut-être à vous aussi de savoir si vous êtes plutôt fait pour des systèmes actuels de réflexe Canon Nikon qui continuent d'avoir beaucoup d'avantages, ou si vous êtes fait un peu pour ces nouveaux systèmes mirrorless de chez Sony ou d'autres, hein, des Panasonic, de chez Pentax, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura permis de commencer un petit peu à comprendre un peu ce qui se passe dans ces boîtiers-là et tout ce bruit, tout ce brouhaha qu'on fait autour de Sony. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'essaye d'être le plus transparent possible, d'essayer de voir les bons côtés et aussi les mauvais côtés, parce que tout n'est pas rose, sinon tout le monde aurait déjà acheté du Sony aujourd'hui. Et donc voilà, on va continuer ce petit chemin ensemble, et puis j'espère que ça vous aidera dans vos futures décisions d'achat. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao!